C'est un rendez-vous incontournable de la saison pour les amateurs de voitures anciennes. Le Tour Auto Optique 2000 démarre de Paris à la fin du mois d'avril pour traverser la France durant une semaine et enchanter les pilotes et les fans tout au long des 2500 km de course. La verrière du Grand Palais abrite les 240 concurrents engagés cette année pour les contrôles administratifs et techniques. Et c'est aussi l'occasion pour le public parisien de venir admirer les véhicules qui les ont souvent fait rêver, mais aussi découvrir des raretés. Pour cette 28e édition, les voitures de marques anglaises disparues étaient mises à l'honneur. Austin Healey, AC, Triumph, mais aussi des moins connus tels que Frazer-Nash et ce modèle Le Mans Coupé de 1959, victorieuse dans sa catégorie au Mans et 13e du général. Ou cette Joette Jupiter pour le moins exotique. Ces voitures ont tantôt un palmarès élogieux ou une histoire prestigieuse, comme celle de la Sunbeam Alpine de 1953. C'est une des 3 voitures construites pour le rallye et conduite par des anciens pilotes de Formule 1 britanniques. Celle-ci a été pilotée par Peter Collins à la Coupe des Alpes en 1953 et sa sœur a été pilotée par John Surtees. En tout, 4 voitures de ce type ont été construites. Elle est vraiment prestigieuse. C'est un 4 cylindres 2,2 litres et elle roule vraiment très bien, 96 chevaux, mais il faut être debout sur les freins pour l'arrêter. C'est un vrai plaisir à piloter. Des plus anciennes d'avant-guerre aux plus récentes datant de 1973, toutes vont traverser la France en passant par Dijon, Lyon, Vichy, Tours et enfin Deauville, où sera jugée l'arrivée de la course. Mardi 6h du matin, les visages sont encore fripés par la trop courte nuit de sommeil qu'il faut y aller. En 1 heure, le Grand Palais se vide. Pour les concurrents, c'est la traversée de Paris. Il faut à tout prix éviter les embouteillages direction Vaux-le-Vicomte à 70 km de la capitale pour le départ officiel du Tour Auto Optique 2000. Et déjà, dans les jardins de la bâtisse de Nicolas Fouquet, le public est au rendez-vous malgré la fraîcheur matinale. C'est des voitures qui nous ont fait rêver quand on était gamin. Et là, on les voit en plus passer de près et... Ouais, c'est surtout ça. La nostalgie et des voitures qui ressemblent à des voitures maintenant. Et des embouteillages comme ça, mais tous les jours. Et c'est ici à Vaux-le-Vicomte que nous croisons l'équipage le plus candide de l'année. Olivier et Philippe se sont lancés un défi, participer au Tour Auto Optique 2000, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas vraiment préparés. Ouais, non, c'est une grande découverte. Ouais, c'est ça, on découvre. On découvre tellement qu'on n'a pas de chronomètre. Il nous manque pas mal d'instruments, mais bon, voilà. L'aventure, voilà. On va vous dire ça, en espérant que tout se passe bien. On n'était pas au courant, sachant que la voiture, on l'a louée. On est conduite à droite et on n'est pas en kilométrant, on est en miles. Donc voilà, il va falloir qu'on fasse preuve de dextérité sur le calcul mental, quoi. Et c'est ici que débute la course que tous attendent d'année en année. C'est vraiment ma course favorite de l'année, un parfait mixage entre des belles routes, des circuits et des spéciales. Le mélange est vraiment parfait et c'est très très beau. Mais pour certains, ça commence très mal. Ludovic Caron, double vainqueur de l'épreuve, abandonne dès les premiers kilomètres. On a eu un problème de radiateur dans la spéciale. Résultat, le radiateur il refroidit, c'est plus le moteur et comme ça arrive souvent dans ces cas-là malheureusement, on a fait un joint de culasse. Pour Philippe Vendrome, un autre ancien vainqueur du Tour, ça n'est pas mieux. Et ben voilà, première journée, on a fait à peu près combien de kilomètres? Non, 100 mètres. Et puis voilà, la transmission, je pense que c'est l'axe entre le moteur et la boîte qui est lâché. Donc on va essayer de changer la boîte. On verra ce soir si on vous retrouve à Dijon. Mais déjà, c'est mal parti pour le classement, quoi. La première spéciale est toujours un moment délicat à gérer pour les pilotes. Il faut se remettre dans le rythme tout en ne perdant pas trop de temps tout de même.
Et puis pour certains, la première étape, c'est aussi la découverte d'une nouvelle monture, à l'image de Nicolas Leroy-Fleuriot qui roule pour la première fois avec sa superbe BMW M1 Procar, un monstre de 450 chevaux pour 1100 kg. Autre monstre, le proto-Ligier JS2 de John Ofby. Le moteur de la bête n'est rien moins qu'un moteur Ford de Formule 1. Cette voiture a gagné l'épreuve en 1974 entre les mains de Jean-Pierre Nicolas et Gérard Larousse. Ces deux voitures taillées pour le circuit sont plus ou moins adaptées à la route afin de participer au Tour Auto, mais leur pilotage reste fin et délicat sur les petites routes de campagne. Gros gauche qui enroule. T'as vu? Ouais. Et à propos de circuit, les concurrents se sont retrouvés à Dijon-Prenois pour des courses en peloton. Car oui, les voitures affrontent le chrono lors des spéciales sur route fermée, mais participent également à des courses en peloton sur circuit. C'est ce qui fait que le Tour Auto est une épreuve unique en son genre et fidèle à la tradition du Tour de France automobile. Entre 1906 et 1986, les concurrents roulaient à bord de voitures contemporaines sur les routes et les circuits, et des grands noms figurent au palmarès. Mérès, Bianchi, Beltoise, Depailler, Munari, Ragnotti pour ne citer qu'eux. En 89, la version moderne disparaît du calendrier avant que Patrick Peter et ses équipes aient l'excellente idée de recréer l'épreuve, mais cette fois en faisant courir des voitures historiques. C'était en 1992. Et puisqu'il est question de légende, en voici une qui découvrait le Tour Auto cette année. Alain Prost, quadruple champion du monde de Formule 1 en compagnie de son fils Nicolas, était invité à participer à l'étape Dijon-Lyon. Il a tout simplement été conquis. Quand on voit au bord de la route, enfin même ici, mais tous les gens qui font des signes, etc., quand tu vois passer les belles voitures, alors que bon, on est quand même devenu un peu autophobe par moment dans ce pays. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine communion par rapport à ça. C'est des beaux objets. Ça quand même aussi représente toute l'histoire de pas que de la course automobile, mais de l'industrie automobile. Donc c'est quand même sympa. Il y a deux catégories au Tour Auto Optique 2000, la compétition et la régularité. En régularité, on ne doit pas aller le plus vite possible, mais on doit respecter à la seconde une moyenne imposée. 3 choix de moyenne sont possibles selon le goût des équipages, puis le jeu est de respecter cette moyenne dans tous les secteurs de route fermée et les circuits. Tout cela avec un tableur bien précis. Tous les 200 mètres, ça correspond à un temps précis au chrono. Donc le copilote a son chrono à la main et doit dire au pilote, voilà, ici tu dois être à 0,4, ici tu dois être à 0,6. Et on lui annonce à chaque passage s'il a 1 seconde, 2 secondes d'avance, tout se joue à la seconde. Donc on doit reprendre un petit peu ou ralentir en fonction de ce qu'on a eu. Mais attention, il est formellement interdit d'utiliser d'autres outils que le compteur mécanique de la voiture et un chronomètre à aiguille. Donc ça c'est un chrono à rattrapante. Donc par exemple sur le circuit, on va arriver à 2 minutes 5, on bloque, on renvoie l'aiguille, on part à notre deuxième tour, mais on sait que quand on aura fait 2 minutes, il faut absolument qu'on passe à 5 secondes à la ligne. Il y a des super spécialistes de la régularité, souvent français ou belges. Mais depuis quelques années, une bande de joyeux drill argentins a débarqué sur l'épreuve et joue la victoire au général. Cette année encore, durant 5 jours, Inrischen, Oxenford et Sucari se sont battus pour respecter la moyenne dans toutes les spéciales et sur tous les circuits. La bagarre a été très serrée, mais au final, et un peu à la surprise générale, c'est un équipage franco-britannique qui a coiffé tout le monde sur le poteau. Éric Amogno et Édouard Lotte ont été discrets mais efficaces à bord de leur Ferrari 250 GT Lusso et ils remportent l'épreuve en régularité. Quant à notre équipage de la Jaguar XK140, ils découvrent toujours le Tour Auto en régularité. Ils progressent à leur rythme, mais sont toujours en course sans rencontrer de problème majeur. La deuxième étape se termine à Lyon, le 1er mai, au milieu d'une foule incroyable venue admirer les belles mécaniques. Et lorsque l'ouvreur de l'épreuve arrive au parc Gerland,
et c'est l'émeute. Le titre de champion du monde des rallyes de Harri Vatanen remonte à 38 ans et pourtant le bonhomme n'a rien perdu de sa popularité auprès du public. S'il y avait un prix de la meilleure décoration, la plus originale dans tous les sens du terme, il reviendrait sans aucun doute à cette 911 RSR engagée en 1973 sur le Tour Auto comme vecteur promotionnel du film Le Grand Bazar avec les Charlots. Une pièce de musée. Quand on est sur le circuit, on oublie un peu que c'est une voiture historique, que c'est une pièce de musée et que si c'était un tableau, ce serait un très beau tableau, quoi. Voilà, donc j'ai la chance de conduire un tableau. Les Porsche sont certes très fiables, mais avec ce que leur imposent les pilotes au Tour Auto, parfois, ça casse. 10 mètres avant le départ, on a été secoué dans la voiture et on a remarqué qu'un amortisseur arrière était détaché. Du coup, on est dans ce super garage et mes mécanos viennent d'arriver et ils réparent. Bon, on est un peu en dehors de la course à présent, mais nous allons continuer le Tour Auto et ça, c'est vraiment le plus important. Et ils repartiront dans cette troisième journée avec au programme 3 spéciales et pas de course sur circuit. Un petit avantage pour le leader du général Jean-Pierre Lajournade qui compte bien creuser l'écart sur ses adversaires les plus proches. C'est aujourd'hui le Tour Auto se joue, puisqu'on a 3 spéciales. Je vais essayer d'enfoncer le tournoi spécial puisqu'il faut reprendre de l'avance sur la GT40. On va vraiment souffrir aujourd'hui car la Jaguar qui nous précède au classement peut nous prendre jusqu'à 10 secondes par spéciale. D'habitude, on peut compenser sur les circuits et on parvient à récupérer le temps perdu en spécial. Mais c'est la 3e journée aujourd'hui et il n'y a pas de circuit au programme. Et effectivement, la Journade accroît son avance, bien aidée également par des conditions météo difficiles et de la pluie qui s'invite sur certaines spéciales. Tout cela aide également les pilotes des petites voitures moins puissantes et très agiles, à l'image des Lotus Elan 26R. 150 chevaux seulement, mais pour un poids plume de 560 kg, tout l'esprit de Colin Chapman, le créateur de la marque. Damien Koller et Raphaël Favaro gagnent du temps et des positions au général dans cette journée du jeudi. Depuis le début, nous vous parlons de voitures de prestige, mais il n'est pas nécessaire de posséder une Ferrari très chère ou une De Tomaso très rare pour courir. Il est possible de participer avec une Citroën Traction, une Peugeot 104 ou 204. Ces voitures populaires ou un modèle identique doivent toutefois avoir participé au Tour de France avant 1973 pour être éligibles. Agostino Turiani a aligné cette année 2 voitures populaires aux couleurs de Radio Monte Carlo. Ces voitures vous parlent sans aucun doute si vous avez vécu dans les années 70. Et le bonhomme aussi doit vous parler, car il est connu sous un pseudonyme, Chin, une personnalité monégasque. Ah ouais, ça c'est ma passion. Hein. Vous savez, dans la vie, c'est mieux se perdre dans la passion plutôt que perdre la passion. Hein. Donc c'est ma vie. J'ai gardé toutes les voitures que j'ai roulées. J'en ai quelques-unes. Je les ai toutes en fin de compte. La Opel Commodore, c'est une voiture exceptionnelle. À l'époque, en 1973, vous vous rendez compte. Elle avait 200 chevaux. Et bon, elle freinait pas trop, mais la puissance, il avait. Elle a fait le Tour de France. Bon, on a abandonné malheureusement, mais elle a participé au Tour de France. Et après, elle a fait Monte Carlo, où on a fini 17e au général. Et on a gagné le groupe 1 au Tour de Corse en 1975. Une pluie battante et un froid glacial. C'est ce qui attend les concurrents lors de la 4e étape du Tour Auto Optique 2000. Et la plupart s'élancent avec une légère appréhension car les routes au programme du jour traversent l'Auvergne et surtout, il y a le rendez-vous sur la piste de Charade. Un circuit que très peu connaissent. Un circuit old school tout en montée et en descente sur lequel il est très rare que des courses soient disputées. Bref, un monument du sport automobile à aborder avec toute l'humilité due à son rang.
Le passage à Charade restera dans les souvenirs de tous comme un morceau de bravoure et le spectacle fut grandiose. Restent les spéciales du jour et elles aussi ne sont pas piquées des vers, avec entre autres un passage dans le col de la Croix Saint-Robert ou si vous préférez la montée du Mont d'Or et là, il neige au sommet. J'adore la neige. On a eu tous les types de météo. Hier, du chaud et du soleil et aujourd'hui, un peu de neige. C'est génial. Merci. Vous voulez mettre la capote? Non, on l'a pas. Donc, c'est comme ça. On respecte les Anglais et ce qu'ils nous ont fait comme cadeau. Ils nous ont offert cette belle voiture, le minimum, c'est de respecter la façon dont ils la conduisent. Ils mettent jamais de capote. Donc voilà, il neige. La météo hivernale va-t-elle arrêter Olivier Philippe? Pensez-vous, ils franchissent toutes les étapes avec brio et toujours sans chronomètre au volant de leur conduite à droite, une increvable XK 140. C'est ici dans la course de côte de Mont d'Or que l'épreuve bascule. Jean-Pierre Lajournade sort de la route et détruit sa Jaguar dans un talus. Un peu plus loin, c'est un autre grand favori, Ben Gilles, qui tombe au fond d'un ravin. Fort heureusement sans dommage pour l'équipage, mais sa Shelby Cobra est détruite. Wilson et Williams dégringolent également au classement et perdent toute chance de bien figurer. Du coup, les voitures de plus petite cylindrée remontent aux avant-postes et on pointe notamment dans le quintet de tête la très belle Porsche 904-6 de Jean-Marc et Patricia Bussolini. Cette édition 2019 ne devait pas être celle des Jaguars, des GT40 ou des Cobra comme c'est souvent le cas. Et ça n'est pas les compères Smith et Cottingham, de sérieux candidats à la victoire au départ, qui vont nous contredire. C'est comme vous pouvez le voir à l'image, supposé être très visible et lumineux. En fait, on a cassé tellement sur ce tour auto que c'est très pratique car on nous voit bien quand nous sommes sur le bord de la route. Par le passé, dans de nombreuses courses, les organisateurs appliquaient un indice de performance afin de donner une chance de victoire au plus grand nombre. Un savant calcul basé sur la cylindrée des moteurs permettait aux plus petites voitures de bien figurer. Le Tour Auto Optique 2000 récompense également les concurrents avec un classement à l'indice. La victoire revient à nouveau, comme l'an dernier, à Jean-François et Chloé Pénillard. Vous êtes venu en bus? On va profiter, il y a des super bagnoles. Vous faites pas chier là. Montez dans des caisses. Faites du stop, il y a plein de bagnoles là. À toutes. Il arrête pas une seconde. Bruno Solo a participé à plusieurs étapes du Tour à bord d'une Alfa Romeo cette année pour le plus grand plaisir des fans, tout comme Maëva Cook, une ex-Miss France passionnée par l'épreuve et qui a brillamment copiloté à bord d'une Peugeot 504 durant toute la course. Tours est la dernière ville-étape de l'épreuve. L'arrivée est proche, la dernière soirée en plein centre-ville a déjà un petit air de fête.
Le Mans, circuit Bugatti, samedi 4 mai, le Tour Auto va se jouer dans une épreuve sur circuit et 2 spéciales entre 2 Lotus Elan et 2 Porsche 911 2 litres, dont celle de Gabi von Oppenheim, bien remontée au classement à la suite de son problème d'amortisseur. Le premier rôle, c'est d'être à l'arrivée à Deauville ce soir. Après, mon objectif, c'était d'être dans les 10. Si on est 2, 3, 4 ce soir, ce sera très bien. Je vais connaître une journée intéressante parce que les écarts sont extrêmement peu importants, ce qui veut dire que nous sommes dans une journée cruciale où entre le deuxième, le troisième et le quatrième, tout peut changer. Je pense que le premier, s'il ne fait pas d'erreur, Raphaël gagnera. Bien sûr, je vais essayer de suivre les voitures qui sont juste un petit peu derrière moi pour avoir de la marge sur les spéciales si tout d'un coup elles sont dangereuses ou s'il pleut et puis pouvoir lever le pied pour assurer quoi. Ça va être comme ça. Mais rien n'est écrit. Damien Koller est un excellent pilote de circuit et il attaque comme un fou au Mans pour grappiller du temps sur ses adversaires. Mais comme prévu, le Mans ne départage pas les voitures de tête. Sur le Tour Auto, les lieux de déjeuner sont à chaque fois des endroits d'exception. Des châteaux inconnus du grand public ou encore des lieux majestueux et enchanteurs tels que la Halle au Blé de Alençon, théâtre de la dernière pause avant l'ultime spéciale et l'arrivée à Deauville. Cette dernière spéciale n'est qu'une formalité pour Jolin et Bucheton qui bouclent leur Tour Auto sans le moindre problème avec des images plein la tête et une seule envie, revenir l'an prochain avec un chrono. On était mal parti, sachant qu'on n'avait pas de chrono, on n'avait pas de stabilo, donc même pas de montre avec un chrono, donc c'était c'était pas non plus facile. Une superbe expérience, plus une expérience de partage avec un de mes meilleurs amis. Ça m'a permis de découvrir des circuits absolument dingues que je connaissais pas. Didier Sirgue et Michel Carrière sur leur D'automazo Pantera Groupe 4 ont été les plus rapides dans l'absolu sur ce Tour Auto. Ils remportent leur catégorie devant la Ligier JS2 de John Ofby et Sibel. Mais le règlement du Tour Auto est tel que le grand vainqueur est celui qui remporte la catégorie VHC. Et du coup, c'est à nouveau Raphaël Favaro et Yves Badan qui s'imposent. Ils devancent de moins d'1 minute Damien Koller et sa compagne Sylvie Lavoine. La famille Penlaé complète le podium final à Deauville. Cette année, c'est à l'usure qu'on les a eus un petit peu, quoi. Il y a eu des erreurs, il y a eu des casses mécaniques aussi, mais c'est surtout des erreurs de... Voilà, c'était mouillé, pas mouillé, on savait pas sur quoi on roulait, c'était compliqué, donc ouais, cette fois, on l'a, quoi. Hein? Ouais, ça c'est... Bon, on est désolé quand même pour Jean-Pierre, parce que effectivement, il était largement devant. Donc. Voilà. Mais bon, on a fait des petites erreurs, nous aussi. Il y en a certains qui nous ont causé des petits dégâts sur la voiture. Mais on a eu un peu de chance, donc tant mieux. L'engouement du public, la passion des pilotes, des mécanos, le sérieux des organisateurs ont une nouvelle fois prouvé que les belles épreuves de course de voitures anciennes ont encore de beaux jours devant elles. Le patrimoine automobile fait partie de notre histoire et le Tour Auto Optique 2000 de la légende. Rendez-vous au printemps prochain pour une 29e édition. Évolution particulière de cette Porsche 300. Ils sont quand même en régularité, bravo. Voilà pour cette D'automazo Pantera, Paul Suran et Franck Joliveau.